La salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris était plongée dans un silence lourd, seulement brisé par les grincements des vieux bancs en bois. Au banc des accusés, Rachid Al-Mansouri, magnate de l'immobilier entre Dubaï et l'Europe, semblait méconnaissable. Son costume sur mesure, d'ordinaire impeccable, était froissé. Son regard, autrefois assez dur pour faire trembler concurrents et partenaires, était vide, éteint. 20 ans à bâtir un empire de verre et de béton entre la Défense, les quartiers en rénovation de la banlieue parisienne et des tours luxueuses à Dubaï. Et tout semblait s'effondrer en quelques semaines. On l'accusait de corruption, de blanchiment, de pots de vin versés à des élus municipaux. Des accusations montées de toutes pièces, il le savait, mais terriblement efficaces. Le président du tribunal, le juge Moreau, réajusta ses lunettes. Maître de la défense, où est l'avocat de M. Al-Mansouri? Sur le banc de la défense, la chaise restait vide. Son avocat, maître Serge Petrov, celui en qui Rachid avait confiance comme en un frère, avait disparu la veille au soir. Il n'avait laissé qu'un court message sur le bureau du milliardaire, à Neuilly. Pardonne-moi. La pression politique est trop forte. Je ne peux pas risquer ma carrière. Dans la salle, les journalistes chuchotaient déjà, flairant le scandale. Au premier rang, le procureur André Volkov, figure redoutée du parquet financier, esquissa un sourire satisfait. Un accusé sans défense, dans un dossier déjà médiatisé, la partie s'annonçait facile. Rachid comprenait trop bien ce que signifiait ce silence à sa droite. Sans avocat, il allait droit vers la prison, le démantèlement de ses sociétés, la honte publique, la ruine pour son nom et pour sa famille, resté à Dubaï. C'est à ce moment-là, alors que l'espoir le quittait, que la grande porte en bois de la salle s'ouvrit avec un grincement. Dans l'embrasure se dessina une silhouette minuscule, une fillette de 5 ou 6 ans, noyée dans un manteau élimé beaucoup trop grand pour elle. Ses chaussures usées claquaient faiblement sur le sol de marbre. De longs cheveux blonds, mal coiffés, en une tresse défraîchie. Et surtout, dans ses yeux bleus, une détermination totalement incongrue pour un enfant. Elle avança droit dans l'allée centrale, sous les regards outrés du public. L'huissier fit un pas en avant pour la repousser, mais l'enfant leva la main. « Arrêtez-vous !» Sa voix claire résonna avec une étrange autorité. La salle se figea une seconde, surprise. Elle se plaça entre le banc de la défense et la barre. Selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les principes du Code de procédure pénale, l'accusé a droit à une défense. Je viens représenter les intérêts de M. Al-Mansouri. Un éclat de rire nerveux parcourut la salle. Le procureur Volkov laissa échapper un ricanement méprisant. Monsieur le Président, c'est absurde. Un enfant ne peut pas être défenseur. La fillette tourna la tête vers lui, les yeux soudain durs. Où est-ce écrit, monsieur le procureur? Il n'y a aucune limite d'âge pour le représentant choisi par l'accusé. La loi exige des connaissances, pas une date de naissance. Le juge Moreau, 30 ans de carrière dans la magistrature, resta interdit. Par réflexe, il feuilleta rapidement le code posé devant lui. Plus il lisait, plus son visage se tendait. Techniquement, la petite n'avait pas tort. Rien n'interdisait à un accusé de se faire assister par une personne de confiance autre qu'un avocat, tant que cela ne troublait pas l'ordre public. Le regard de Rachid se posa sur elle avec stupéfaction. Qui était cet enfant? Comment pouvait-elle parler ainsi, avec des termes juridiques précis,
au milieu d'une cour d'assises parisienne. Sous la crasse de son manteau et les manches trop longues, il devinait des traits fins, une intelligence aiguë, une fierté farouche. L'enfant se tourna vers lui comme si elle avait senti son questionnement. « Je m'appelle Milana Volkova », déclara-t-elle d'une voix posée. « Il y a 2 ans, mon père, le juge Vladimir Volkov, a été tué pour avoir refusé de fabriquer de faux dossiers. Ma mère est morte de chagrin 6 mois plus tard. Depuis, je vis dans la rue, mais je continue à étudier le droit à la bibliothèque municipale. » Le nom laissa Rachid glacé. Volkov, comme le procureur assis en face de lui. Il tourna ses yeux vers André Volkov. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Il y lut quelque chose qui ressemblait à une peur brutale. Milana hocha la tête. « Oui. Le procureur André Volkov est le cousin de mon père. C'est lui qui a transmis au commanditaire les informations sur les enquêtes de papa. Et aujourd'hui, il essaie de vous détruire en utilisant les mêmes méthodes. » Le visage d'André Volkov vira au rouge sombre. « Monsieur le Président, c'est de la diffamation pure et simple. Je demande que ce témoin soit expulsé de la salle. » La petite ne haussa même pas le ton. « Monsieur le juge, je peux fournir des preuves. J'ai les notes de mon père, qu'il a cachées avant de mourir. » Elle sortit de la poche de son manteau une chemise cartonnée usée, gonflée de papier, et la posa sur le bureau du tribunal. Les mains du juge tremblaient légèrement lorsqu'il l'ouvrit. 30 ans dans la justice l'avaient habitué à repérer les faux dossiers. Ce qu'il découvrait là n'avait rien d'amateur. Des rapports détaillés, des relevés bancaires, des transcriptions de conversations. Tout méthodiquement consigné par feu, le juge Vladimir Volkov. Au centre du schéma de corruption, le nom d'André Volkov, procureur. Le murmure dans la salle devint un brouhaha. Des journalistes se levèrent, essayant d'apercevoir les documents. Rachid, lui, restait figé. Cet enfant, sorti de nulle part, venait de faire apparaître une fissure dans un mur qu'il croyait indestructible. Milana n'avait pas fini. Elle sortit cette fois un vieux dictaphone rayé. « Je soumets à la cour les enregistrements des conversations de mon père. » La voix de Vladimir Volkov, calme, résonna dans les haut-parleurs. Puis, une autre voix, reconnaissable entre toutes, celle d'André Volkov, quelques années plus jeune, mais tout aussi glaciale. « Volodia, tu joues avec le feu. Ces gens ne plaisantent pas. Ta fille va bien à la maternelle près de la place de la République, n'est-ce pas? Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. » La salle se figea. Les journalistes cessèrent d'écrire. Le visage du procureur se vida de toute couleur. Milana avait les larmes aux yeux, mais sa voix ne tremblait pas. « Une semaine après ce coup de fil, mon père a été renversé par une voiture. On n'a jamais retrouvé le conducteur. Ma mère est morte d'un infarctus après des mois de menaces. Quant à moi, j'ai été mise à la porte du foyer quand ils ont découvert qui j'étais. » Rachid sentit quelque chose se briser en lui. Cette gamine avait perdu tout ce qu'il avait, lui, toujours pu acheter. Un foyer, une sécurité, une famille. Elle dormait sous les ponts, mais elle se tenait là, dans cette salle droite, prête à se battre. Lui, avec ses milliards et ses tours de verre, s'était toujours contenté de composer avec le système en distribuant des enveloppes. Milana se tourna vers lui. « Monsieur Al-Mansouri, je ne prétends pas que donner des pots de vin soit innocent, dit-elle d'un ton brutalement honnête. Mais je sais que vous n'avez pas volé l'argent public, que vous n'avez pas jeté des familles à la rue,
que vous n'avez pas fait tuer des juges. Aujourd'hui, on ne vous juge pas pour vos vrais torts, mais parce que vous avez refusé d'entrer dans la nouvelle combine de monsieur le procureur. Rachid baissa la tête. Elle l'avait percé à jour. Ces derniers mois, Volkov lui avait réclamé bien plus que des facilités, une participation totale à un projet monstrueux de rachat de terrains publics qui aurait expulsé des milliers de familles des quartiers populaires de la banlieue parisienne. Quand il avait refusé, les perquisitions et les accusations avaient recommencé. Le juge Moreau finit par lever le nez de la chemise cartonnée. Son visage avait changé. On y lisait désormais quelque chose qui s'apparentait à du dégoût et à une résolution froide. La Cour suspend l'audience pour 1 heure, déclara-t-il d'une voix grave. J'ai des vérifications à faire. La salle se vida dans un tumulte de chuchotements. On emmena Volkov dans une petite pièce attenante. Les policiers se faisaient soudain plus raides autour de lui. Les caméras se tournaient vers Milana et Rachid. Lorsque le calme revint, Rachid et la fillette se retrouvèrent presque seuls, assis sur un banc de bois, dans la vaste salle désormais vide. Milana se laissa tomber, épuisée, les pieds ne touchant même pas le sol. Sous la coque glacée, elle redevenait soudain une enfant de 5 ans. Rachid se pencha vers elle. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il doucement. « Tu aurais pu remettre ces documents à n'importe quel parquetier. » Elle eut un petit rire sans joie. « J'ai essayé. Il y a 2 semaines. Un procureur de quartier m'a reçu, m'a écouté et a appelé André Volkov 3 minutes après. Le soir même, 2 hommes m'ont poursuivi près de la gare du Nord. J'ai eu juste assez d'avance pour me cacher. » La colère de Rachid, dirigée jusque-là contre le système qui l'écrasait, se redirigea entièrement vers les hommes qui avaient traqué cette gamine. « Pourquoi moi ?» insista-t-il. « Pourquoi t'es-tu accroché à mon dossier ?» Milana sortit de sa poche une feuille de journal froissée. On y voyait la photo de Rachid inaugurant une école dans une banlieue défavorisée, en région parisienne, une coupe de ruban dans les mains. « Je lis tous les journaux de la bibliothèque, » expliqua-t-elle. « Je sais pour vos orphelinats au Maroc, vos bourses pour étudiants, les cliniques que vous avez cofinancées en banlieue. Oui, vous avez graissé des pattes, mais vous avez aussi créé des emplois et aidé des gens. Et surtout, quand on vous a demandé de participer à un plan qui aurait jeté des milliers de familles à la rue, vous avez refusé. » La phrase de son père lui revint en mémoire, à elle comme à lui. On ne mesure pas un homme à ce qu'il fait quand tout est facile, mais à ce qu'il choisit quand tout est difficile. Rachid resta silencieux. Il revoyait la scène, 3 mois plus tôt, dans son bureau avec vue sur la Seine, lorsque Volkov était venu accompagné de 2 silhouettes qu'il connaissait trop bien dans le milieu. Des repreneurs agressifs, spécialisés dans les opérations douteuses sous couvert de procédures judiciaires. Comme pour répondre à ce souvenir, des pas résonnèrent dans le couloir. Le procureur Volkov réapparut, entouré de 2 hommes en costume sombre, épaules massives, visage lisse, mais regard de prédateur. Rachid les reconnut. Boris Krutitsky et Viktor Semenov, des Raiders, déjà cités dans plusieurs enquêtes, sur des reprises de biens immobiliers à vil prix. Volkov s'arrêta à quelques mètres. « Alors, Al-Mansouri » murmura-t-il, la voix tendue. « C'est le moment de réfléchir. Dernière chance. Tu acceptes un accord, tu reconnais quelques faits mineurs, tu prends du sursis et tu entres dans notre projet. » Milana intervint. « Quel projet ?» Ils l'ignorèrent ostensiblement. Boris se pencha vers Rachid, les lèvres presque collées à son oreille.
la rénovation complète d'un centre historique en proche banlieue, 20 000 appartements libérés, la moitié revendue à prix d'or, l'autre moitié pour nos amis. Ta part, 300 millions de dollars nets. Rachid sentit son estomac se nouer. Et les gens demanda-t-il simplement. Semenov haussa les épaules. 20 000 familles auront des indemnités, assez pour acheter quelque chose au fin fond de l'Île-de-France. Chacun s'adapte à sa place. Milana devint pâle. Vous voulez recommencer les magouilles des années 90, souffla-t-elle. Voler des quartiers entiers au profit de quelques-uns. Pour la première fois, Volkov tourna vers elle un regard direct. Tu es encore là, toi cracha-t-il. Tu crois vraiment que tes papiers vont changer le système? Il y a des juges, bien plus puissants que Moreau, qui travaillent avec nous. Vous avez des juges corrompus, le corrigea Milana calmement. Moi, j'ai la vérité. Et elle finit toujours par gagner. Kroutitsky éclata d'un rire sec. La vérité? Regarde-toi. Tu dors sous les ponts. Tu n'es rien. Nous, on possède la moitié de la ville. Rachid se leva, se plaçant instinctivement entre lui et la petite. Je ne participerai jamais à vos montages, dit-il. Ni maintenant, ni plus tard. Volkov haussa les épaules. Alors tu iras en prison. Et pas tout seul. Ta petite avocate de fortune peut très bien finir dans un foyer difficile. Tu serais surpris de ce qui peut arriver à une enfant sans famille. À cet instant, la porte de la salle se rouvrit brusquement. Le juge Moreau entra, escorté de 2 officiers de police judiciaire. Il tenait dans sa main un nouveau dossier, frappé du sceau de la Direction nationale des enquêtes financières. L'audience reprend, annonça-t-il d'une voix coupante. Et j'ai des nouvelles qui changent profondément la donne. La salle se remplit à nouveau, mais l'atmosphère n'était plus la même. Le juge n'avait plus l'air hésitant. Dans son regard, brillait la décision de quelqu'un qui vient de franchir un point de non-retour. Une fois tout le monde assis, il prit la parole. Pendant la suspension, j'ai transmis les documents apportés par mademoiselle Volkova au parquet national financier. J'ai également consulté son dossier personnel. Il fixa le procureur. Mais il apparaît qu'il y a 2 ans, la fille du juge Vladimir Volkov a disparu d'un foyer de la protection de l'enfance. Officiellement, on l'a recherchée. En réalité, très mollement. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Milana serra plus fort la main de Rachid. Son cœur battait à tout rompre, mais son visage restait étonnamment calme. De plus, continua Moreau, en brandissant un autre document, j'ai reçu la confirmation qu'une enquête interne est en cours depuis plusieurs mois au sujet d'un réseau de magistrats et de fonctionnaires corrompus. Monsieur le procureur André Volkov y figure comme principal suspect. Un vacarme éclata dans la salle. Les journalistes se bousculaient, mitraillant chaque réaction. Volkov bondit de son siège. C'est un coup monté. Je demande votre récusation, Monsieur le Président. Vous outrepassez vos pouvoirs. Asseyez-vous, répliqua calmement le juge. Je n'ai pas fini. Rachid sentit pour la première fois depuis longtemps le poids qui écrasait sa poitrine s'alléger. Mais ce n'était pas sa propre délivrance qui l'émouvait le plus. C'était de voir cette petite, debout au milieu du chaos, qui avait tenu tête à un système entier. En ce qui concerne le dossier de M. Al-Mansouri, reprit Moreau, les pièces nouvelles démontrent clairement qu'il a été victime de chantage et de pression de la part d'un groupe de fonctionnaires corrompus. Les charges telles qu'elles ont été construites sont gravement entachées de nullité. Milana se leva. Monsieur le Président,
Je voudrais ajouter quelque chose. Sa voix, bien qu'enfantine, emplit la salle. Monsieur Al-Mansouri a effectivement versé des sommes à certains élus, comme des centaines d'autres entrepreneurs. Mais il l'a fait sous contrainte, pour survivre dans un système pourri. Les vrais criminels sont ceux qui ont mis en place ce système, qui menacent, qui tuent, qui jettent des familles à la rue. Elle se tourna vers le public. Il y a 2 ans, mon père a été assassiné parce qu'il a refusé de fermer les yeux sur ce réseau. Ma mère est morte à cause des menaces. On m'a laissé seul dans la rue. Eux m'ont oublié. Moi, je ne les oublierai jamais. Et maintenant que j'ai la possibilité de parler, je parlerai jusqu'au bout. Rachid se leva à son tour. Monsieur le Président, je reconnais avoir accepté ce jeu de pot de vin pour faire avancer mes projets. Je l'ai fait pour pouvoir construire des écoles, des hôpitaux, pour créer des emplois. Mais je n'ai jamais volé l'argent public et j'ai toujours refusé les projets qui détruisaient la vie de milliers de personnes. Cet enfant m'a montré ce qu'est le vrai courage. Elle a tout perdu et elle se bat encore pour la justice. Si la Cour me laisse une chance, je veux consacrer ce qui me reste de vie et d'argent à combattre le système qui a créé des hommes comme monsieur le procureur Volkov. La porte latérale s'ouvrit. Une équipe d'agents en uniforme entra, dossier en main. Monsieur le procureur André Volkov, annonça l'officier principal. Vous êtes placé en garde à vue pour suspicion de corruption, d'appartenance à une organisation criminelle et de complicité dans l'assassinat du juge Vladimir Volkov. Le silence fut total pendant 1 seconde, avant que la salle n'explose à nouveau en cris, flashs, exclamations. Volkov tenta de se dégager, hurlant qu'il avait des gens partout, qu'il s'en prendrait à Rachid et à Mars, sa petite protégée. On le traîna hors de la salle. Milana ne bougea pas. Mais Rachid sentit sa main se refermer convulsivement sur la sienne. Il comprit alors une chose simple. Le procès venait de tourner en sa faveur, mais ce n'était que le début. La bataille contre le réseau derrière Volkov allait être longue et impitoyable. Et désormais, au cœur de cette guerre, il n'y avait pas seulement sa fortune ou sa liberté en jeu. Il y avait la vie d'une petite fille de 5 ans qui avait osé défier la ville entière avec une chemise cartonnée et un vieux dictaphone. Le lendemain du procès, Paris semblait différente pour Rachid Al-Mansouri. Non pas parce que son nom avait été blanchi, la presse n'avait encore reçu aucun communiqué officiel, mais parce qu'il portait désormais une responsabilité qu'il n'avait jamais imaginée. Il n'était plus seulement un milliardaire en guerre contre un procureur corrompu. Il était devenu, malgré lui, le protecteur d'une enfant que le monde avait abandonnée. Milana dormait sur le siège arrière de sa voiture. Il quittait le tribunal après une nuit blanche, passée dans une salle d'attente sécurisée, à l'abri d'éventuelles représailles. Elle était si petite, recroquevillée sous une couverture, que Rachid sentit son cœur se serrer d'un mélange de tendresse et d'une colère froide envers ceux qui l'avaient traqué. Sous les premiers rayons du soleil d'hiver parisien, il comprit. Il ne pouvait plus la laisser seule. À son arrivée dans son bureau du 8e arrondissement, près du parc Monceau, un attroupement les attendait. Des journalistes, des caméras, des curieux, mais aussi des silhouettes sinistres qui observaient à distance, sans badge de presse, sans micro. Les hommes de Kroutitsky et de Semenov. Rachid les reconnut immédiatement. Des nettoyeurs au service du réseau démantelé la veille.
Il ordonna au chauffeur d'entrer par le parking souterrain. Dans l'ascenseur, Milana ouvrit les yeux. On est arrivé? Oui, petite. On est en sécurité ici. Elle baissa la tête un instant, comme honteuse. Je ne voulais pas te mettre en danger. Rachid posa doucement une main sur son épaule. Tu m'as sauvé la vie. Laisse-moi sauver la tienne. Elle ne répondit rien, mais ses yeux brillèrent sous le néon de l'ascenseur. Son bureau ressemblait déjà à un centre opérationnel improvisé. Des piles de documents, des schémas de flux financiers, des relevés de transactions. Tout ce qui avait été saisi à Volkov et à ses complices la veille. Certains étaient encore scellés, d'autres avaient été photocopiés par des agents qui n'osaient pas officiellement les transmettre, mais qui, en silence, soutenaient la chute du réseau. Serge Belov, ancien procureur devenu lanceur d'alerte, s'y trouvait déjà. Il avait été l'un des premiers à quitter la magistrature, écœuré par la corruption. Aujourd'hui, il peinait à cacher l'émotion de voir ce réseau s'effriter enfin. Ah, vous voilà. Et il regarda Milana. Notre petite héroïne aussi. Milana retint un sourire, un vrai, fragile et rare. J'ai préparé une compilation des preuves que le juge Moreau a validées. Mais Rachid, il faut que tu vois ceci. Serge sortit une chemise bleue. Les documents retrouvés dans l'ordinateur de Volkov montrent que le projet de rachat des terrains, celui que vous avez refusé, a bien été approuvé par certaines commissions régionales. Et pire encore, le réseau a infiltré plusieurs élus locaux. Ce n'est pas qu'un projet immobilier, c'est une machine à écraser les pauvres. Rachid s'assit lourdement. Combien de familles seraient touchées? Serge ouvrit un tableau imprimé. Environ 22 000 logements, dont plus de 3 000 enfants. Milana leva la tête outrée. Ils sont prêts à jeter à la rue plus de 20 000 personnes. Comme si c'était des chiffres, pas des vies. Exactement, murmura Belov. Et maintenant que Volkov est tombé, Kroutitsky et Semenov ont repris le contrôle. Ils vont accélérer. Rachid comprit immédiatement où cela les menait. Nous devons empêcher la commission de valider la phase finale. Serge hocha la tête. La réunion aura lieu dans 4 jours à la mairie de Paris. Si le projet passe, ce sera irréversible. Milana se leva du canapé où elle feuilletait un dossier. Alors on ira là-bas, on parlera, comme au tribunal. Serge faillit s'étouffer. Mais si tu es une enfant, ils ne te laisseront même pas entrer. Elle le fixa d'un regard calme et glacé. C'est pour ça que ça marchera, parce que personne n'imagine qu'une gamine de 5 ans puisse dire la vérité à la télévision en direct. S'ils essaient de m'en empêcher, tout le monde le verra. Rachid posa un genou à côté d'elle. Tu as déjà fait assez. Tu n'as rien à prouver. Si, répondit-elle simplement. Je dois finir ce que papa a commencé. Il resta silencieux, écrasé par la maturité de cet enfant. La journée passa dans un tourbillon de téléphones, de convocations, d'articles de presse, d'inspections fiscales, les représailles du réseau. À 18 heures, alors que Paris s'illuminait derrière les grandes vitres du bureau, une femme âgée entra timidement. C'était Madame Lefebvre, concierge de l'immeuble voisin, l'une des premières victimes visées par les expropriations. Monsieur Al-Mansouri, on m'a dit que vous nous aideriez. Elle avait l'air épuisée. Ses mains tremblaient. Elle vivait depuis 30 ans dans un petit appartement près des Batignolles. On l'expulsait pour construire un centre commercial. Milana se rapprocha doucement. Vous avez des enfants? 2 fils, répondit la vieille dame. Ils vivent à Lyon.
Moi, je n'ai que mon appartement. Je n'ai nulle part où aller. Milana serra doucement sa main. On vous protégera, je vous le promets. La vieille femme éclata en sanglots, et Rachid comprit ce que signifie une promesse pour une enfant qui, elle-même, n'avait jamais eu personne pour la protéger. Lorsque la nuit tomba, ils restèrent seuls dans le bureau. Rachid observa Milana assise près de la fenêtre, ses jambes trop courtes ne touchant pas le sol. Elle regardait Paris, les lumières, les voitures, les ponts, avec cette étrange mélancolie que seuls les enfants ayant grandi trop vite peuvent ressentir. Milana, dit-il doucement, je voudrais t'offrir un vrai foyer, un endroit où tu serais en sécurité. Elle tourna la tête. Tu veux m'adopter? Il resta interdit. Elle l'avait dit d'une voix si calme, si naturelle, qu'il ne sut quoi répondre tout de suite. Oui, si tu le veux aussi. Milana baissa les yeux sur ses petites mains serrées. Papa disait toujours que la famille, ce n'est pas le sang, c'est celui qui reste quand tout le monde s'en va. Puis, elle releva la tête. Alors, oui, je veux. Une vague d'émotion traversa Rachid. Il n'était pas un saint. Il avait commis des erreurs. Mais peut-être, grâce à elle, avait-il droit à une seconde chance. Il ne restait que 4 jours avant la réunion fatidique à la mairie de Paris. 4 jours pour préparer un plan qui pourrait faire tomber un réseau entier ou les condamner tous les deux. Dans l'obscurité du bureau, éclairé seulement par les lumières de la ville, Rachid ferma doucement les rideaux. Demain, Milana, on commence la vraie bataille. Elle sourit, un sourire rare, fragile, mais lumineux. Je suis prête. Le 3e jour après la chute du procureur Volkov, le siège du fonds Al-Mansouri pour la justice civile ne ressemblait plus à un simple bureau parisien. Il était devenu un véritable quartier général où l'air vibrait d'urgence, de tension et d'une détermination farouche. Des cartons d'archives s'empilaient dans les couloirs. Des avocats arrivaient et repartaient sans arrêt. Des citoyens affluaient avec leurs histoires, leurs dossiers, leurs preuves. Mais derrière cette effervescence, une menace invisible planait. La contre-attaque du réseau Kroutitsky-Semenov. Au petit matin, Rachid et Milana arrivèrent au bureau escortés par 2 gardes privés. Une précaution devenue indispensable depuis les menaces reçues dès la veille. Dès qu'ils franchirent la porte, Serge Belov les intercepta. « Ils ont commencé la guerre médiatique », annonça-t-il d'un ton sec. Il alluma la télévision. Sur un plateau d'actualité, un « expert » proche de l'équipe Kroutitsky accusait déjà Rachid. Le milliardaire étranger manipule une enfant pour influencer l'opinion publique. Le prétendu fonds humanitaire n'est qu'une façade pour protéger ses capitaux douteux. Milana, assise sur le canapé, haussa les épaules. Ils ont peur. Sinon, ils ne mentiraient pas autant. Serge ne put s'empêcher de sourire devant ce calme presque déroutant. Rachid, en revanche, sentait une colère froide lui monter à la gorge. Il avait assez invoqué son silence pour survivre. Désormais, il se battrait. « Quelle nouvelle sur le témoin, Sémon Ivanovitch » demanda-t-il. Serge déglutit. « On l'a enlevé. Son fils est venu ce matin avec des informations. Mais les hommes de Kroutitsky le recherchent déjà. » Rachid ferma un instant les yeux. Il avait déjà perdu des partenaires dans des batailles économiques, mais jamais un homme prêt à dire la vérité. Milana posa doucement une main sur son bras. « On trouvera un moyen de le protéger.
Mon père disait toujours, même dans un système corrompu, il existe toujours une brèche. Il suffit de la trouver. À midi, un petit groupe entra dans le bureau. Des représentants de locataires parisiens expulsés par les projets de rénovation menés par la bande Kroutitsky. Le premier, M. Pelletier, un retraité aux yeux fatigués, parla d'une voix tremblante. Ils veulent détruire notre immeuble de la rue des Batignolles. Nous y vivons depuis 40 ans. Où irons-nous? Puis, une mère isolée, Claire Dubois, arriva avec un bébé en mitouflé. On nous offre 20 000 € pour un appartement qui en vaut 3 fois plus. Je n'ai nulle part où aller. Milana se leva immédiatement. Son instinct n'était pas celui d'une enfant. Il était celui d'une battante. Elle prit le bébé dans ses bras sans hésitation. Comment s'appelle-t-il? Elliot, répondit Claire en souriant faiblement. Milana caressa la joue du nourrisson. Il a le même âge que mon petit frère avant qu'il ne... Elle s'interrompit. Rachid posa une main douce sur son épaule. On va vous protéger, déclara-t-il. Tous. Je le jure. Les locataires éclatèrent en pleurs. Parce qu'en France, comme partout, une promesse peut être plus salvatrice qu'un décret. À 14 heures, une réunion stratégique eut lieu. Autour de la table, Rachid, Milana, Serge Belov, l'ancien procureur, et Igor Sokolov, journaliste indépendant. Sur l'écran, une carte interactive montrant les quartiers ciblés par la bande Kroutitsky. 22 000 logements. Des centaines de bâtiments du 19e siècle. Des familles modestes, mais aussi des structures culturelles, des écoles. Serge expliqua. Le projet passera dans 4 jours. Si nous ne faisons rien, ce sera signé par la mairie, certifié par la commission d'urbanisme et irréversible. On a des preuves, répliqua Igor. Mais aucun média ne veut les diffuser. Ils ont peur. Rachid serra les dents. On créera notre propre canal. Une diffusion en direct. Ce soir. Mais Milana leva la main. Non. La seule chance d'être entendue, c'est en direct depuis la réunion officielle de la mairie. Devant les caméras du canal municipal. Devant les élus. Devant Paris entier. Rachid craqua. Milana, c'est trop dangereux. Elle planta son regard dans le sien. Ce n'est pas moi qu'ils craignent, c'est la vérité. Et la vérité doit être dite là où ils ne pourront pas l'étouffer. Un silence lourd tomba dans la pièce. C'était fou, imprudent, insensé. Mais c'était génial. Le soir, Rachid emmena Milana dans son appartement près de l'avenue Montaigne. Il avait décidé qu'elle ne dormirait plus jamais dans la rue ni dans un bureau. Elle se tenait devant la fenêtre, observant Paris illuminé. « Tu as un très bel appartement, » dit-elle doucement. « Tu y es chez toi, » répondit-il. Elle resta silencieuse un long moment. « Tu veux toujours m'adopter ?» Rachid sourit doucement. « Plus que jamais, Milana. » Elle serra contre elle la seule photo qu'il lui restait de ses parents. Un cliché froissé où son père souriait timidement, sa mère tenant un bébé aux yeux clairs. « Alors moi aussi, je veux une famille. » Rachid sentit son cœur se briser et se reconstruire en un instant. Quand Milana s'endormit enfin, il resta des heures à son chevet. Il se promit ceci. Si le monde voulait encore s'en prendre à elle, il devrait d'abord passer par lui. Et pour la première fois depuis longtemps, Rachid Al-Mansouri n'avait plus peur. Il était prêt pour la bataille. Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous un ciel lourd, presque métallique. Pour la ville, c'était un jour ordinaire. Pour Milana et Rachid, le jour où tout pouvait basculer.
Le bâtiment de la mairie centrale, près de l'hôtel de ville, se dressait comme une forteresse. En apparence, institution républicaine. En réalité, terrain de jeu des réseaux immobiliers qui manipulaient l'urbanisme parisien depuis des années. À 10 heures, Rachid entra dans le salon où Milana buvait un chocolat chaud, assise à la fenêtre. Tu es prête? La petite releva les yeux et, malgré ses 5 ans, elle avait le regard d'une personne qui en avait vécu 50. Je suis prête depuis le jour où ils ont tué mon père. À midi, une foule de journalistes entourait déjà l'entrée de la mairie. Le bruit des caméras, des flashs, des questions agressives formait un brouillard sonore. Monsieur Allemand sourit. Votre fondation est-elle financée par des fonds douteux? On dit que vous manipulez une enfant. Milana, est-ce que cet homme vous oblige? Milana avança calmement vers les micros. Je m'appelle Milana Volkova. Je suis ici de ma propre volonté. Et aujourd'hui, je vais révéler ce que des adultes ont eu peur de dire. Silence total. Les journalistes, soudain, se taisaient. Rachid sentit une fierté brûlante monter en lui. И в то же время тревогу. Потому что именно в такие моменты зло становится особенно опасным. Najsi, Yakro. À l'entrée, un groupe de gardes municipaux les arrêta. Seuls les membres accrédités peuvent entrer. Milana tendit un document officiel. Représentante des habitants des 9e et 17e arrondissements, selon l'article 46 du Code de l'urbanisme. J'ai droit à la parole. Le garde fronça les sourcils. Il cherchait clairement une faille, une excuse, une raison de bloquer. Puis, il soupira. Passez. Mais seulement vous deux. Serge Belov les regarda s'éloigner comme un général en voyant des soldats au front. Bonne chance, murmura-t-il. L'intérieur de la mairie ressemblait à un théâtre historique. Plafond peint, colonnes massives, tapis rouge. Mais l'atmosphère était électrique. Dans la salle du conseil, des élus, des promoteurs immobiliers, des avocats et des membres de la commission d'urbanisme s'installaient déjà à leur place. Milana reconnut immédiatement les visages des ennemis. Boris Kroutitsky, costume trop cher, sourire trop sûr de lui. Victor Semenov, regard froid, main crispée. Et au fond, deux hommes de main, des silhouettes, qui ne venaient clairement pas pour écouter un débat. Quand Kroutitsky aperçut la petite fille, il éclata d'un rire sonore. « Vraiment? C'est votre défense, une gamine ?» Milana répondit d'une voix douce mais glaciale. « Ce n'est pas moi qui ai peur de la lumière. C'est vous. » Rachid posa une main sur son épaule. « Ignore-les. » Mais Milana n'était plus une enfant qu'on pouvait intimider. À 13 heures précises, la session débuta. Les caméras de la chaîne municipale tournaient en direct. Le président de la commission, Étienne Kozlov, prit la parole. Nous allons examiner le projet de rénovation du secteur Montmartre-Saint-Lazare. Lorsque Kroutitsky se leva pour présenter son plan, son discours était parfait, façonné, poli, politiquement correct. Création d'emplois, modernisation, intérêt public. C'était du poison servi dans un verre en cristal. Milana leva la main. « Excusez-moi, monsieur le président, j'ai le droit d'intervenir. » Étienne Kozlov blêmit. Il n'avait pas prévu que la fillette viendrait réellement. « Ce n'est pas approprié. C'est légal, » répondit-elle fermement. Le silence tomba. Elle traversa toute la salle, montant à la tribune sous les regards stupéfaits. Une enfant de 5 ans devant toute la France.
Elle posa une petite pile de documents sur la table. Je suis Milana Volkova. Mon père, le juge Volkov, a été tué pour avoir refusé de fermer les yeux sur la corruption dans ce projet. La salle se figea. Elle appuya sur un bouton de son petit dictaphone. La voix enregistrée retentit dans toute la pièce. Si tu continues l'enquête, il arrivera quelque chose à ta fille. Arrête tout, immédiatement. C'était la voix du procureur Volkov, le cousin de son père, le pilier du réseau. Un frisson parcourut la salle. Voici la preuve que ce projet n'a jamais été destiné à aider Paris, continua Milana. Il a été conçu pour enrichir des criminels. Kozlov hurla. Coupez-lui le micro! Mais au même instant, Milana sortit un petit émetteur radio. J'ai ma propre transmission. Et un journaliste diffuse tout en direct sur Internet. Kroutitsky perdit patience. Espèce de sale gamine, tu vas... Non, l'interrompit Rachid, se levant. Vous n'irez nulle part. Les gardiens de la mairie ne bougeaient main à pas. Ils attendaient un ordre. Mais un ordre qu'aucun élu n'osait donner devant tout Paris qui observait. Alors, Milana dévoila le dernier document. Un tableau imprimé sur plusieurs pages. Voici la liste des 22 000 habitants expulsés. Et voici les montants des pots de vin que certains membres de la commission ont reçus. Elle pointa du doigt l'écran géant de la salle, où les noms apparaissaient en direct. Le visage de Kozlov vira au violet. Celui de Semenov devint livide. Et puis ce fut la phrase qui fit exploser Paris. Vous voulez savoir comment il parle des habitants? Voici ce qu'a dit M. Semenov hier. Ces pauvres peuvent bien aller vivre en banlieue, qui s'en soucie? Un brouhaha furieux éclata dans la salle. À cet instant précis, la porte s'ouvrit brusquement. Une équipe de la Brigade nationale anticorruption entra, brassards officiels au bras. Le chef annonça. Nous avons des mandats d'arrêt pour Boris Kroutitsky, Viktor Semenov et 4 membres de la commission. La salle explosa. Les promoteurs hurlaient, les élus paniquaient, les journalistes filmaient frénétiquement. Milana descendit calmement de la tribune et s'approcha de Kroutitsky, menotté. « Vous avez menacé ma famille. Vous avez ruiné des milliers de vies. Aujourd'hui, c'est vous qui perdez tout. » Kroutitsky la fixa avec haine. « Ça ne s'arrêtera pas là, petite. »« Tu ne sais pas dans quoi tu t'es mise. » Elle répondit. « Je sais très bien, mais je n'ai plus peur. » Rachid se mit à genoux devant elle et l'enlaça. « Tu as changé Paris aujourd'hui. » Ce jour-là, la ville entière parla d'une petite fille qui avait renversé un empire de corruption. Mais ce n'était que le début, parce que même si le premier réseau tombait, il restait encore ceux qui l'avaient construit. Et Milana n'avait pas l'intention de s'arrêter. 3 mois passèrent. Paris ne ressemblait plus à la même ville. L'affaire Kroutitsky-Semenov avait éclaté comme une bombe. Les journaux titraient « Une fillette de 5 ans fait tomber le plus grand réseau de corruption urbanistique ». Les chaînes d'infos diffusaient en boucle les images de Milana devant la commission. Et les citoyens, longtemps résignés, avaient enfin relevé la tête. Pour la première fois depuis des années, Paris avait envie d'espérer. Tsan! Rachid se tenait dans son nouveau bureau, désormais siège du Fonds parisien pour la justice urbaine Volkov, installé dans un immeuble rénové du 8e arrondissement. Sur les murs, cartes des arrondissements, schémas de réseaux financiers, dossiers de familles menacées d'expulsion. À sa droite, une petite table adaptée à Milana,
sur laquelle elle triait soigneusement des piles de documents, le visage concentré, sérieux, presque adulte. Elle était devenue symbole. Но она оставалась ребенком, который слишком рано узнал, что такое борьба. Ah, Rachid! Milana leva la tête, tenant une lettre ouverte. C'est une famille de lions. On veut les expulser pour construire une voie rapide qui ne servira qu'à un promoteur local. On ne peut pas les laisser seuls. Rachid sourit doucement. On les aidera. Comme tous les autres. Elle hocha la tête, satisfaite, comme si était beleio dolk à Nipomosh. La porte s'ouvrit. C'était Serge Belov, rayonnant. Nous avons un verdict, annonça-t-il. Kroutitsky, 15 ans de prison ferme. Semenov, 12 ans. Confiscation complète des biens et... Il sourit encore plus. Ces fonds seront réinvestis dans les programmes sociaux parisiens. Milana ferma les yeux un instant. Comme si on accepta la spasibo svojemu au-dessus. La justice existe encore, murmura-t-elle. Rachid posa une main sur son épaule. Elle existe parce que toi, tu n'as pas abandonné. Dans l'après-midi, ils se rendirent visiter l'un des quartiers sauvés de la destruction, près de Belleville. Les immeubles ici étaient modestes, mais pleins de vie. Les enfants jouaient dans la cour. Des familles riaient. Des voisins réparaient ensemble un banc cassé. Une femme âgée s'approcha de Milana, les yeux humides. « Petite, tu ne nous connais pas, mais tu nous as sauvés. Je voulais juste te remercier. » Elle embrassa la main de la fillette. Milana rougit, mais ne retira pas sa main. Mon père disait qu'un juge existe pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, répondit-elle doucement. Alors c'est ce que je fais. Les gens autour d'eux applaudirent. Un moment simple, humain, vrai. Un moment que ni Rachid ni Milana n'oublieraient jamais. Le soir, dans l'appartement de Rachid avec vue sur la Seine, ils s'assirent côte à côte. « Milana, dit-il doucement, tu as reçu une proposition aujourd'hui. Tu veux en parler ?» Elle hocha la tête. « Oui. Le maire de Paris veut que je devienne conseillère honoraire pour la protection des enfants. » Rachid sourit. « Tu le mérites ?» Mais la fillette secoua la tête. « Je ne peux pas accepter. Les vrais changements ne se font pas dans les bureaux. Ils se font ici, dans les rues, auprès des familles. Je veux rester indépendante. » Rachid la regarda longtemps. Этот ребенок был сильнее большинства взрослых, которых он знал. « Comme tu veux, ma fille, dit-il enfin. Elle leva les yeux. « Ma fille ?» Il sourit. « Tu étais la personne la plus courageuse que j'ai rencontrée. Et si tu veux, tu peux être ma famille. » Milana se jeta dans ses bras. Впервые за много лет, как ребенок, а не как солдат своей личной войны. Plus tard dans la nuit, elle se tenait près de la fenêtre, observant Paris illuminé. « Papa, maman, murmura-t-elle, je continuerai. Je protégerai ceux que vous n'avez pas pu protéger. Je ferai de ce monde un endroit où la justice gagne vraiment. » Rachid la rejoignit. « Tu n'es plus seule, Milana. Et désormais, ce combat est aussi le mien. » Ils restèrent silencieux, regardant la ville. Paris n'avait pas changé parce qu'un milliardaire avait parlé, ni parce qu'une commission avait été dissoute. Paris avait changé parce que la petite fille refusait d'avoir peur. Et maintenant, ce n'était que le début.